surf, parce qu'au final, on ne vous voit pas tant que ça hein, dans les médias. Et justement, on reviendra là-dessus parce que c'est assez intéressant. Et aujourd'hui, tu vas nous raconter la marque, son histoire, les dates clés, l'engagement pris aussi par son fondateur il y a peu de temps, dont on a entendu beaucoup parler, et nous raconter bah voilà, à travers les exemples et les actions que vous menez et le soutien auprès des ONG ou autres, comment Patagonia acte justement à son niveau dans tous les domaines de l'outdoor. Anne-Laure, je te laisse, tu as 30 minutes et après on pourra échanger ensemble sur des questions-réponses. Merci. Super, merci. Bonjour à tous, je suis ravie de vous voir aujourd'hui. Je vais commencer par des petites questions parce que pour savoir un peu où on en est, tout le monde connaît Patagonia? Oui. Est-ce que qui dans l'audience a lu le livre d'Yvon Chouinard, Let My People Go Surfing? Hein. Parfait. Rapidement, donc Marion m'a présenté et merci beaucoup. Je voulais vous donner un peu plus de choses personnelles à mon sujet. On a tous une histoire avec un vêtement et j'ai eu la chance, moi j'ai une histoire très particulière avec un vêtement Patagonia que j'ai amené avec moi. C'est mon doudou. Non, sans blague. C'est le pantalon qui appartenait à mon papa, qui est de la collection 99. Et en 2019, j'ai fait un cadeau à l'adolescente que j'étais. Je suis partie en Mongolie en hiver à cheval chez des familles nomades pour fêter le nouvel an chinois avec elle. Et quand je commençais à faire mes affaires, mon père m'a dit « Attends, je vais te donner des affaires que j'ai ». Et il m'a donné ce pantalon en me disant « De toute façon, ça va te tenir chaud ». Je lui ai jamais rendu et c'est un peu comme ça que mon papa m'accompagne maintenant, même en montagne. Quand je pars en ski de rando, j'ai toujours ce pantalon. Et cette histoire, elle est un peu emblématique de Patagonia et c'est un peu ce que la marque a essayé de construire. Alors, en 99, moi j'avais 12 ans, Patagonia a été fondée en 73. J'ai pas la prétention de dire que je connais tout. Peut-être qu'il y a des gens qui connaissent des anecdotes que moi je connais pas. Mais l'idée, c'est vraiment de faire un rapide aperçu aujourd'hui de comment Patagonia s'engage et qu'est-ce qu'on fait en donnant des exemples très concrets. Et donc, si vous avez des questions, on répondra après, c'est ça? Donc, Patagonia, une entreprise pas comme les autres. Je voulais commencer par l'origine, vraiment l'origine. Vous avez tous entendu parler d'Yvon Chouinard. On le connaît de nom, on connaît son visage. On sait que c'est un grimpeur et un alpiniste chevronné. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'il s'est mis à l'escalade? À la base, il est passionné de fauconnerie et de faucons. Et donc, pour aller observer les nids de faucons, il faut grimper, souvent dans des parois très escarpées. Et il n'arrivait pas à trouver le matériel adapté. Donc, il a commencé à forger des pitons et à commencer à escalader comme ça. Et puis, dans l'escalade, il n'y avait pas les pantalons adaptés, les vêtements adaptés. Il a commencé à chiner, à essayer de voir un peu quel peut être le meilleur produit qui résiste à l'abrasion, ne tient pas trop chaud, ne tient pas trop froid, est confortable, peut se réparer facilement. Et donc, il a commencé à importer des vêtements, des polos de rugby d'Angleterre. Et l'histoire de Patagonia a commencé comme ça. Et puis, au fur et à mesure de ces expéditions, il s'est dit, attendez, là, les pitons commencent à dénaturer sérieusement les parois rocheuses. On va les enlever, on va inventer un nouveau système, les coinceurs. Je ne sais pas si vous grimpez un peu. Voilà, donc j'explique pas ce qu'est un coinceur. Un coinceur, c'est juste un outil qu'on va mettre dans la paroi et qu'on peut enlever au fur et à mesure que l'ascension se termine. Et donc, en 1973, Patagonia voit le jour. Et au-delà d'enlever les pitons rocheux, l'engagement, la première histoire vraiment d'aide à une ONG, ça se passe à Ventura. Donc, le siège de Patagonia est basé aux États-Unis, en Californie, à Ventura. Et je vous ai mis une photo des locaux et vous voyez derrière un superbe spot de surf. Et donc, années 70-80, l'équipe Patagonia, qui était très restreinte, assiste à une projection de film. Et à la fin de la projection de film de surf, un jeune homme prend la parole et dit « Attendez, là, il y a quelque chose qui est en train de se passer à Ventura qui menace notre spot de surf. On veut construire un barrage, sauf qu'il y a de la vie. Tout le monde dit que ce bras de fleuve est mort, mais il y a de la vie, j'ai des photos, il y a des truites, il y a des poissons, il y a d'autres poissons, il y a des oiseaux, il y a des serpents. Donc ce bras de rivière n'est pas mort. » Et donc, petit à petit, ils se sont dit, c'est intéressant. Donc cette personne, c'est Marc Capelli, qui était un thésard à l'époque, a pris ces photos et allait mobiliser la communauté de surf en disant, attention, s'il y a ça qui se construit, le spot de surf n'existera plus. A mobiliser les personnes qui vivaient à Ventura en disant, attention, on va détruire
la biodiversité autour de chez nous. Et donc, il allait militer. Et le projet de barrage n'a pas vu le jour, a été abandonné. Et donc, Yvon Chouinard et Malina Chouinard se sont dit, attends, il y a une personne avec sa conviction et son énergie qui a réussi à faire changer le cours des choses avec des décisions qui étaient pourtant a priori actées. Ils ont dit, écoute, prends un bureau et un téléphone, fais ce que tu as à faire, nous on te donne des petites enveloppes par-ci par-là, et puis protège l'environnement comme toi tu l'entends. Et finalement, ça s'est un peu développé parce qu'en 1985, il y a eu une décision ferme et officielle où Patagonia a dit « Ok, on donne soit 10% de nos bénéfices, soit 1% de notre chiffre d'affaires, en fonction de ce qui est le plus avantageux, à des ONG de terrain. » Et donc, en 96, ils ont dit « Ok, parfois, il y a des années avec, il y a des années sans. On va uniquement donner 1% de notre chiffre d'affaires à des ONG de terrain. Comme ça, s'il y a des mauvaises années, s'il y a des bonnes années, peu importe, il y aura toujours 1% de notre chiffre d'affaires qui sera sécurisé et qui ira à des ONG. » Et puis, petit à petit, l'idée a fait son chemin. Et en 2002, avec Craig Matthews, il y a eu la fondation du mouvement 1% pour la planète, qui aujourd'hui a financé. Alors aujourd'hui, les chiffres varient tous les jours, effectivement, mais c'est à peu près un peu plus de 89 millions de dollars qui ont été versés via 1% pour la planète, par le mouvement. Et donc, en fait, ça a commencé comme ça. L'engagement de Patagonia pour l'environnement est né avec Patagonia grâce à son fondateur. Là, je reprends un peu ma casquette plus marketing. Est-ce que vous travaillez dans le milieu du marketing, de la marque? Petit peu. Rapidement, je ne sais pas si vous vous souvenez, le mission statement, donc dans la mission de marque. Normalement, chaque marque, pour avoir de la consistance, a une mission de marque. Chez Patagonia, pendant longtemps, cette mission a été Build the best product, donc fabriquer les meilleurs produits, ne pas causer de dommages non nécessaires et utiliser le monde des affaires pour inspirer des solutions à la crise environnementale. Et donc, c'est cette mission qui a longtemps aiguillé tous les choix, je dis bien tous les choix, que ce soit de la logistique, la fabrication, les produits, l'engagement environnemental. Tous les choix sont guidés par cette mission-là. Sauf qu'en 2021, Yvon Chouinard est arrivé à dire « Attends, on va aller un peu plus loin, parce qu'on veut être fidèle à nos valeurs. » Et j'arrive pas à passer, mais je vais y arriver. Voilà. Et la mission de l'entreprise a changé en 2021 et c'est maintenant notre entreprise existe pour sauver notre planète. Et là-dedans, en fait, ça me fait un peu une transition avec comment est-ce qu'on concilie le modèle économique et la protection de l'environnement. Parce que l'idée derrière, si on veut inspirer l'industrie, il faut être rentable. Il faut générer des profits, des bénéfices. Et ça passe par chez Patagonia, en tout cas, ça passe par plusieurs aspects. Yvon Chouinard aurait pu faire le choix de se baser sur la finance, dire ok, on veut avoir toujours plus de profits, donc on réduit les coûts comme on peut, on augmente les marges, et puis on continue comme ça. Ça n'a pas du tout été le choix qui a été fait, le choix a été mis sur la qualité, sur le produit. Parce que le produit qui a le moins d'impact sur l'environnement, c'est celui qui n'est pas fait, qui n'est pas fabriqué. Donc il y a eu un gros focus sur la manière dont on fait les produits, sur la qualité des produits, sur la manière dont on gère les stocks. C'est-à-dire que même aujourd'hui, chez Patagonia, on ne produit pas des produits de manière illimitée. Il y a toujours en amont des saisons, dire ok, pour que l'entreprise vive, il faut un nombre limité de produits. On les produit et ça évite de surcharger les stocks, ça évite de se retrouver avec des produits en solde pour se débarrasser des invendus. C'est vraiment géré de cette manière-là. Et il y a aussi un gros focus mis sur la réparation et la réparabilité. Alors, il y a 12 ans en arrière, quand le programme Warnware est arrivé en Europe, c'était ringard de réparer. Ça peut paraître ringard. Chez Patagonia, ça a toujours été au cœur de la stratégie. Donc, les produits Patagonia sont réparables. Je profite pour le préciser, si vous avez un vêtement qui fait un peu la tête, vous pouvez le renvoyer gratuitement et le faire réparer gratuitement. Il y a un formulaire en ligne, donc c'est hyper accessible. À côté de ça, quand on se déplace, nous, sur les événements,
eh ben, on vient avec la roulotte de réparation, avec 1 ou 2 couturières et on répare tous les vêtements. Alors, sur les événements, c'est peu importe la marque, on répare tout gratuitement. Et maintenant, et de plus en plus, les produits sont conçus, donc sont imaginés pour être facilement réparables. Par exemple, on a les duffels, donc des gros sacs de voyage, qui ont été entièrement revus, qui sont entièrement faits en matériaux recyclés. Bah, aujourd'hui, on peut juste détacher le fond, qui s'abîme parce que c'est des sacs qui sont traînés, qui sont utilisés. On peut détacher le fond, ne remplacer que cette partie-là, et le sac est reparti pour quelque temps, au lieu de le jeter et d'en racheter un autre. Et il y a aussi, je voulais raconter cette anecdote-là, sur les matériaux. Parce que faire des produits, c'est bien, les matériaux, faire attention aux matériaux, c'est mieux. Et l'exemple le plus frappant, c'est avec Ulex. Alors, on est en territoire de montagne, mais est-ce que parmi vous, il y a des gens qui font du surf? Un petit peu. Les combinaisons de surf sont faites en néoprène. Le néoprène est un dérivé du pétrole. En voyant ça, on s'est dit, est-ce qu'on peut décemment continuer dans cette voie-là? Non. Donc, il y a 10 ans en arrière, il y a une nouvelle matière qui a été... ils ont construit une nouvelle matière, le Ulex, qui est faite à base de caoutchouc. Et donc, ça fait 10 ans que Patagonia vend des combinaisons de surf à base de Ulex. Il n'y a que du Ulex dans les combinaisons. Au lieu de dire, bah, super, on a trouvé un nouveau matériau qui est plus respectueux de l'environnement, on met un brevet dessus, on garde l'exclusivité, on markete ça et puis fini. Non, la décision qui a été prise là, c'est de ne pas mettre de brevet, d'ouvrir Ulex à toute l'industrie et d'aller voir les entreprises qui font aussi des combinaisons en disant bah, prenez ça parce que arrêtez d'utiliser le néoprène. Vous pouvez prendre ça. Nous, bah, on est en train de le tester. Là, ça fait 10 ans, on a des surfeurs de très haut niveau qui le mettent. Ça fonctionne. Et ben aujourd'hui, résultat, Decathlon a sorti l'année dernière ses combinaisons à base de Ulex. Et c'est ça qui est vraiment super. Je parlais de la réparation tout à l'heure qui paraissait comme ringard. Aujourd'hui, beaucoup de marques outdoor proposent la réparation. Et c'est tant mieux. C'est dans cette direction-là qu'il faut aller. Donc, toutes ces choses ont été mises en place et la mission de l'entreprise a été changée pour arriver en 2022 à un changement profond de la structure de l'entreprise. Avec cette phrase où la Terre est maintenant notre unique actionnaire. Et je voulais faire un petit récap. Je vais essayer de vous l'expliquer de la manière la plus simple et la plus facile possible. Mais aujourd'hui, en fait, Patagonia a été léguée à une entité qui n'est ni une personne morale ni une personne physique, mais qui est une entité qui est la Terre. Ce genre de choses n'est pas nouvelle. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises, notamment en Allemagne, dans les pays du Nord, qui ont aussi ce mode de fonctionnement-là. Je préfère le préciser, mais par exemple, la marque de bière Carlsberg a aussi ce système-là. C'est peut-être pas philanthropique, mais j'ai pas assez de détails. Là, je me permets de laisser faire les recherches si vous souhaitez. Mais globalement, chez Patagonia, comment ça se passe? Il y a 2 entités très distinctes. Il y a le Patagonia Purpose Trust, qui détient toutes les actions avec le droit de vote. Et il y a la Holdfast Collective. Donc, dans le Patagonia Purpose Trust, les personnes qui gèrent ça sont la famille Chouinard, le CEO actuel et des membres comme Chris Tompkins, qui a été CEO pendant des années de Patagonia, qui ont pour mission de garder intacte la mission de l'entreprise et être le garant du fait que l'entreprise existe bien pour sauver notre planète et donc ne pas dévier de cette trajectoire-là. Quand l'entreprise, il y a le chiffre d'affaires qui rentre, il y a les salaires qui sont payés, tout qui est réinvesti, et les bénéfices, les profits propres sont bloqués par la Holdfast Collective, qui, elle, a une mission philanthropique. Mais la Holdfast Collective ne peut pas décider de donner l'argent. Il faut que ça passe par le Purpose Trust. Et donc, les fonds de la Holdfast sont maintenant réinvestis pour des ONG qui luttent pour la protection de l'environnement. Ça a été créé en 2022 et pour vous donner une idée, c'était en 2023. Sur la première année, il y a environ 30 millions qui ont été investis pour des ONG, en plus du 1% pour la planète. Voilà, donc aujourd'hui, pour la faire courte, tous les bénéfices de Patagonia sont reversés à des ONG pour la protection de l'environnement. Donc là, je vous ai refait un peu l'histoire de manière rapide sur Patagonia et ses engagements. Je voulais illustrer mon propos avec plusieurs actions un peu plus concrètes
notamment tous les outils que nous avons, nous, et qui ne sont pas forcément connus de tout le monde. Mais donc j'ai parlé du 1% pour la planète. Aujourd'hui, moi, c'est une partie de mon job. Mon titre officiel, je dirais que je ne me suis même pas présentée, mon titre officiel, c'est Community Marketing and Impact Manager pour la France et la péninsule ibérique. Globalement, sur mon territoire, je m'occupe du marketing, d'une part, et de l'enviro, ce que nous, on appelle l'enviro, c'est-à-dire qu'avec, on est 3 dans l'équipe, on est le point de contact de toutes les ONG que Patagonia finance sur notre territoire via 1% pour la planète. Et donc, on a des critères qui sont relativement stricts, c'est-à-dire qu'on va prioriser les actions de terrain. Les actions de terrain qui œuvrent pour solutionner, si vous voulez, une cause et pas un symptôme. On prend l'exemple des ramassages de déchets, c'est super, il faut vraiment le faire. En revanche, comme ça ne vient pas solutionner le problème à la base, on évite de financer ce genre d'associations. On va venir financer des associations qui vont porter un texte de loi, qui vont demander un changement drastique. J'ai plusieurs exemples que je pourrais vous partager, mais le temps passe, donc j'en viens aux faits. Quand les ONG sont financées par Patagonia, on a la Patagonia Action Works. C'est une plateforme qui leur permet de mettre en valeur les événements qu'elles organisent, de mettre en lumière les pétitions qu'elles ont à faire signer, si elles cherchent des volontaires ou des bénévoles, et de permettre aux gens qui souhaitent donner à des ONG de donner. Donc cette plateforme, elle est active, elle est accessible dès le site internet de Patagonia. Et au-delà de ça, nous, on peut financer des posts sponsorisés. Alors, pas sur Meta, pas sur X, anciennement Twitter, mais sur d'autres plateformes, on vient financer les posts de nos ONG pour les mettre en lumière. À côté de ça, on organise les Tool Conferences. Les Tool Conferences, ce sont 2-3 jours où on regroupe les ONG que l'on finance et on va venir leur donner on va faire venir intervenir plutôt des professionnels sur des éléments qui peuvent leur manquer. Les relations presse, comment fédérer les bénévoles, pour leur donner tous les outils possibles et qu'elles ne puissent se concentrer que sur vraiment leurs actions de terrain. À côté de ça, on a une équipe qui est complètement décorrélée du produit, qui est l'équipe Enviro, qui va mener des campagnes environnementales vraiment très précises dans le but de faire changer les choses. Et c'est là où j'ai 2 exemples précis que je vais vous partager dans quelques minutes. Et enfin, j'en viens au dernier point. Il y a, dans la philosophie environnementale de Patagonia, il y a un point qui est extrêmement important, en particulier aux États-Unis, qui est de soutenir la démocratie. Et c'est vraiment un acte fort pour protéger l'environnement. Aujourd'hui, la réalité, c'est que les gouvernements mesurent la santé d'un pays au PIB. Le PIB, c'est plus je produis, plus je vais bien. Sauf que dans un monde où les ressources sont limitées, c'est pas forcément peut-être le bon prisme. Je laisse la parole comme ça en l'air. Donc, en fait, c'est un peu une course en avant. Et la volonté d'Yvon Chouinard, c'est de dire, en fait, la démocratie, il faut vraiment soutenir la démocratie et on a tous un rôle à jouer. Et donc, le vote peut changer énormément de choses. Aux États-Unis, l'entreprise est très engagée. Je vous ai mis la petite, je ne sais pas si vous l'aviez vu passer, mais il y a eu la campagne sur des shorts Vote the Assault Out en 2018 pour la première élection de Trump. Et actuellement, là, aujourd'hui, avec la deuxième mandat de Trump, Patagonia a 8 procès en cours contre l'administration de Trump pour la protection notamment des parcs nationaux. Donc, affaire à suivre, mais c'est hyper important et c'est quand même une base. Et donc, Patagonia encourage. En Europe, on a un discours qui est beaucoup plus soft, je dirais, dans le sens où on va inciter les gens à aller voter. On ne va pas dire clairement pour qui voter, mais en revanche, continuer de dire allez voter et soutenir les ONG qui œuvrent dans ça. Par exemple, l'année dernière, non, il y a 2 ans, pour les européennes, Protector Winter avait fait une grosse campagne pour encourager les gens à aller voter. Et nous, on a pu les soutenir avec du financement pour cette campagne-là. J'en viens aux exemples concrets sur la Vjosa. Vous avez déjà entendu parler de la Vjosa dans les Balkans? C'est une des dernières rivières sauvages qui était menacée. C'est vraiment un joyau qui s'écoule sur plus de 300 km et qui était menacée par à peu près un peu plus de 3000 barrages.
Et donc, il y a une dizaine d'années, il y a une ONG qui s'est montée qui s'appelle Eco Albania et qui est venue chercher Patagonia en disant là, il y a quelque chose qui se passe dans les Balkans, ça devient problématique, il faut agir. Il y a plusieurs choses qui ont été faites. Il y a d'abord eu cette grosse campagne qui s'appelle Save the Blue Heart of Europe, donc avec la production de documentaires, du soutien, de la mobilisation citoyenne, de l'engagement et du soutien juridique aux ONG locales qui attaquaient en justice contre les projets de construction de barrages. Et puis dans un deuxième temps, il y a eu aussi une concertation avec le gouvernement albanais, avec les ONG, pour essayer de comprendre et d'articuler, de trouver une solution à ce problème-là pour éviter la construction de ces barrages. Et en 2023, le site national, le parc national de la Vjosa a vu le jour. Et donc ça, c'est un engagement qui a été assez fort, preuve que le militantisme paye. Et la petite anecdote que j'ai là, c'est qu'il y a quelques semaines, les fondateurs de Eco Albania ont reçu le prix Goldman, qui est l'équivalent du prix Nobel de l'écologie, pour justement leur œuvre sur la Vjosa. Donc ça, c'était un premier exemple. Et en fait, Patagonia n'a pas seulement financé, elle a aussi co-construit la stratégie avec l'engagement du CEO, de nous, notre directrice environnementale en Europe. Il y a beaucoup de gens qui se sont investis pour que ce projet voie le jour. Le deuxième exemple que je voulais partager avec vous, c'était une campagne qui a été plus locale sur la protection des océans. Et ça a été un truc un peu différent dans le sens où ça a été une campagne à la fois mondiale qu'on a relocalisée en Europe. En Europe, on a lancé une pétition, donc on a rassemblé plusieurs ONG autour de la table. Et on est arrivé avec un texte et une pétition qui demandait l'arrêt du chalutage des fonds marins dans les zones protégées. Et donc, il y a eu des films qui sont sortis, des événements qui ont été organisés, la communauté qui a été mobilisée, nos ambassadeurs qui ont relayé, qui ont porté ce message aussi. Et donc, il y a eu un déploiement multicanaux pour arriver au mois de mai, au 13 mai, au dépôt de la pétition auprès du commissaire européen pour demander justement l'arrêt du chalutage des fonds marins dans les aires marines protégées et accessoirement aussi la protection des pêcheurs artisanaux. Donc, il y a 250 000 signatures qui ont été récoltées. C'est un travail de longue haleine. Mais c'est sur ces combats-là qu'on s'engage. Et c'est quand je parlais d'action de terrain, Yvon Chouinard a cette phrase que j'aime beaucoup, qui est « le meilleur remède à la dépression, c'est l'action », et qui est mise en pratique. Et donc, à partir du moment où on agit, avec toujours la volonté de bien faire et toujours mettre les intérêts de la planète avant les intérêts autres, on sort toujours gagnant. Voilà, tout va bien. J'en arrive aux enseignements, parce que ça a été un peu plus compliqué. J'ai commencé par les flops, parce que je me suis dit, bon, ça va peut-être donner un peu une image de ce qui... C'est pas qui fonctionne pas, mais peut-être qui peut être améliorable. La coordination. Alors, quand je parle de coordination, c'est le fait d'avoir des cultures, nous, des campagnes qui viennent des États-Unis avec une application sur notre territoire. Et donc, le fait de faire adhérer à nos campagnes des personnes qui ont des cultures complètement différentes par rapport aux films qui sont produits, par rapport à un modèle un peu à part. J'ai un exemple très concret qui n'est pas lié directement aux campagnes, mais on a un film qui est sorti qui met en lumière une jeune activiste qui a été pendant 8 ans à l'administration Obama et qui est passionnée d'alpinisme. Elle dit, moi, j'ai un bilan carbone de 12 ou 13 tonnes dans le film. Ça se passe aux États-Unis. On a diffusé ce film à Annecy, avec Benjamin de AirCop et avec Antoine de Protector Winter. Et évidemment, ça fait réagir. Parce que en fait, en Europe, 12 ou 14 tonnes, mais c'est énorme. Donc en fait, il y a cette relocalisation à chaque fois et remettre dans le contexte qui est super importante et essayer d'adapter le contenu qui nous est donné pour pouvoir toucher les personnes et avoir un discours qui soit bien adapté à l'audience qu'on a en face de nous. Et ça, c'est hyper important. Faire consensus. Faire consensus, c'est compliqué de réunir tout le monde. Je parlais de la campagne Océan. La campagne Océan, on a énormément d'assauts
en France qui nous ont dit « mais elle est super votre campagne ». Mais en revanche, on a parlé avec Sea Shepherd, il me dit « mais nous, on ne veut pas soutenir les pêcheurs, la pêche de manière globale. Donc, on ne peut pas publiquement s'engager pour votre campagne. On peut essayer d'en parler autour de nous, mais publiquement, on ne relaiera pas l'information ». Et c'est hyper intéressant parce que ça veut dire qu'effectivement, nous, on peut faire remonter ce sujet-là, mais on a un message qui est porté, on fait front derrière ce message et derrière, on essaye de trouver des accords ou une manière de communiquer avec les ONG qu'on a au quotidien en discussion. Et enfin, et ça je pense que c'est pas un flop, mais c'est vraiment un constat, c'est l'allocation des ressources. Pour vous donner, je crois que je l'ai dit en plus, mais globalement, chez Patagonia, là, vous estimez, à la volée, vous estimez qu'on est combien en France au total? Ouais, c'est ça, on est une dizaine. Je parle avec beaucoup de personnes qui nous disent, mais de toute façon, vous êtes 50, 60, 70. Si vous ne pouvez pas être sur un événement, envoyez une autre équipe. Oui. Alors, dans l'équipe Enviro Marketing, on a la chance aujourd'hui d'être 3, mais en fait, on est 2 au quotidien. Donc, c'est pas beaucoup. Et donc, choisir, c'est renoncer. Et donc, on est beaucoup sollicité, ce qui est génial. Franchement, c'est génial de découvrir tous les projets. En revanche, malheureusement, et c'est une grosse frustration, on n'arrive pas à répondre à toutes les demandes et à essayer de fédérer après tous les autres pays autour d'une campagne beaucoup plus globale. Donc, c'est un peu le point, l'écueil que je voulais préciser. Dans les tops, ce qui fonctionne et ce qui a bien fonctionné, je pense, et peut-être que vous avez un autre avis, mais Patagonia aujourd'hui a plus de 50 ans et a toujours été transparent. Il y a une volonté d'authenticité, de reconnaître ses erreurs. Parce que je ne l'ai pas dit, mais ce serait une aberration de dire que Patagonia est la marque exemplaire. C'est pas vrai. Il y a des écueils, il y a des choses à revoir. Personne n'est parfait. On essaye juste de faire de notre mieux. La synergie entre les marques et les ONG, on essaye d'être le plus possible disponible et de construire des choses. Et quand il y a des sujets qui sont locaux, mais qui révèle d'un problème beaucoup plus global, si on peut arriver à sortir quelque chose, à donner un appui, ne serait-ce qu'en utilisant le logo, c'est super. Ça marche plutôt bien. Et l'engagement en interne. Chez Patagonia, on n'a pas de RSE. On n'a pas de département RSE. Tout le monde considère, les RH, tout le monde considère que le RSE doit être porté par tout le monde. Vraiment tout le monde. Et la petite anecdote, mais on a 15 jours payés par Patagonia qu'on peut mettre à disposition d'une ONG de notre choix, une fois par an. C'est quand même énorme et on est encouragé à faire ça. Et donc, ça permet d'entretenir cette dynamique. Et avec mes homologues qui sont en Angleterre, en Allemagne, on fait toujours remonter les problématiques des ONG, on fait toujours remonter ce qui ne va pas de manière européenne pour essayer d'aller un peu plus loin, de voir comment est-ce qu'on peut un peu plus s'aider à travers les différents outils qu'on a. Si on ne peut pas le faire dans l'immédiat, il n'est pas dit que dans quelques mois, quelques années, ça puisse effectivement arriver sur un projet concret. Et la suite, c'est un peu de continuer sur cette lancée avec toujours plus de transparence. Et pour mon pantalon, c'est de continuer de sortir en rando pour les 10 prochaines années. Merci Anne-Laure. C'était super effectivement d'avoir ce témoignage de l'authenticité et on comprend l'action en fait de la marque. Et maintenant, effectivement, on entend effectivement cette différence culturelle finalement qui vient des États-Unis et qui est dure des fois à adapter parce qu'il y a un langage hyper frontal au niveau politique des fois de l'autre côté et qui pour nous des fois est plus complexe en tout cas à mettre en œuvre chez nous. Ce que j'aimerais savoir, c'est toi justement comment tu t'es intégré justement à cette société, à cette entreprise. Ça fait maintenant à peu près 3 ans que tu y es. Est-ce que justement, toi, à ton niveau, l'implication que tu peux avoir avec ces 15 jours dont tu parlais, comment personnellement tu arrives à t'impliquer justement au-delà de ton travail? Alors, le fait de rejoindre Patagonia à titre personnel, ça a été une belle opportunité et une volonté de changer, de me dire que je ne pouvais pas continuer. En fait, aujourd'hui, on passe 8 heures, quand je dis 8 heures, parfois un peu plus, par jour pour notre travail. Et c'est ce que j'ai mis dans ma lettre de motivation en me disant que une première façon de changer les choses, c'est déjà de changer la manière dont j'emploie et j'alloue mon temps. Donc ça, c'est une première chose. Et après, à titre personnel, il y a différentes choses.
Moi, j'ai besoin de comprendre. Donc, sur les dernières années, j'ai eu besoin vraiment de comprendre les tenants, les aboutissants, de connaître mieux les ONG, d'en découvrir pas mal, de leur accorder le temps que je pouvais. J'ai été formée à la fresque du climat. Enfin, c'est des choses qui sont toutes petites à Mais notre échelle, importante. importantes. L'importance, j'ai énormément appris sur l'importance de la mobilisation par les pétitions, les engagements sur les réseaux sociaux. J'essaye de pas consommer, mais quand on interpelle des personnalités publiques à notre échelle sur les réseaux, ça aide beaucoup. Euh, et la prochaine étape, oui, c'est le stage enviro que je dois finaliser dans les prochains mois. Ok, super. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, je vous invite juste pour que vous puissiez poser la question avec le micro, c'est encore mieux. Merci. Oui, j'avais une question parce que le titre était concilier engagement et activité économique. Donc sur l'engagement, il y a beaucoup de choses, c'est bien. Je serais intéressé pour savoir si vous avez analysé en fait vos facteurs différenciants par rapport aux entreprises, parce qu'il faut quand même que vous viviez, il faut faire de l'argent pour que vous réussissiez à faire tout ça. Est-ce que ça va être plutôt personnel, individuel, vos produits un petit peu plus chers, moins de marge, un actionnariat différent? Est-ce qu'il y a eu une analyse comparative pour dire quelles peuvent être les clés de succès pour aller vers ce que fait Patagonia ou d'autres pour une entreprise qui a déjà du mal à vivre aujourd'hui et qui essaye sur ses parts de marché de réussir? Merci. Alors, il y a plusieurs aspects dans ce que vous mentionnez. La première, c'est, je rebondis sur l'idée d'actionnariat. Ça n'a jamais été un sujet. C'est-à-dire que pendant 50 ans, la personne qui était à la tête de Patagonia, c'était Yvon Chouinard. Point. Il n'y a pas eu de fondateur, il n'y a pas eu... Quand il s'est posé la question de la suite, il a dit, bah, OK, il y a plusieurs options. L'entreprise, en 2022, était valorisée à 3 milliards de dollars. Première option, on rentre en bourse. Mais ça veut dire que les bénéfices et les dividendes sont reversés à des personnes et pas à des ONG comme lui le voulait. Deuxième option, on vend l'entreprise et on reverse les 3 milliards à des ONG. Ça aurait été une option. Quid des personnes qui composent l'entreprise? Quid des salariés? Donc ça, il était assez frileux à cette idée. C'est pour ça que cette troisième option a vu le jour avec un système qui est un peu hybride, où l'intégralité des bénéfices, là maintenant, est sécurisée pour les ONG. L'autre aspect de la question, sur la différenciation. Je pense, et ça c'est une analyse qui est toute personnelle, mais je pense que le fait d'avoir eu une seule personne à la tête de Patagonia pour faire des choix radicaux, pas populaires, mais vraiment radicaux, et la volonté, et ça dans le livre, dans le Let My People Go Surfing, il l'explique, il dit en fait, on aurait pu faire de la finance la base de l'entreprise. Ça n'a pas été le cas. On a choisi la qualité. C'est-à-dire que on n'a jamais rogné sur la qualité ni sur comment les produits sont faits. C'est pour ça que les produits sont plus chers, parce que dans la manière dont ils sont conçus, dans les matériaux qui sont utilisés, il y a un coût supplémentaire. Et je pense que c'est une grande chance. Et après, il y a une volonté d'être très conservateur sur les embauches. On n'est pas une start-up, on n'a pas la volonté de grandir très vite. Et donc, il y a une volonté d'être très conservateur et de dire, OK, qu'est-ce qu'on produit, comment on vend pour que l'entreprise vive, que les salaires soient assurés et qu'on continue à mener la barque. Et par rapport à ça, j'avais 2 anecdotes que je n'ai pas mentionnées, mais il y a eu des moments où il y a des produits entiers qui ont été arrêtés, des chaînes de production qui ont été arrêtées parce qu'on a eu des alertes de la part d'associations, de la part de journalistes sur des modes de production qui n'étaient pas en accord avec les valeurs. Et Yvon Chouinard a dit, bah, OK, on s'enlève ce chiffre d'affaires-là. On sait que pendant 2-3 saisons, on n'aura pas ces ressources-là, mais parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et il me semble qu'il y a une volonté de garder ce cap et que ça a permis à l'entreprise de faire des choix qui étaient peut-être pas rentables à l'instant T, mais qui ont permis à l'entreprise de vivre en fonction et raccord avec ses valeurs et de ne pas tomber dans la réduction de coûts à tout prix. Donc, on néglige les personnes qui font les habits, on néglige les matériaux. Et c'est un peu comme ça que je l'expliquerai. Ce qui est compliqué et c'est facile à dire parce que l'entreprise a 52 ans d'existence aussi.
Est-ce qu'il y avait une autre question? Oui. Bonjour, vous avez dit tout à l'heure que vous avez quitté Meta et X du coup sur votre communication digitale. Je sais pas si je pense que c'est mondial du coup. Ouais. Alors, Ouais. de manière payante, pas de manière organique. Ah d'accord, voilà, c'était pour savoir un petit peu, bon, les motivations de ce choix, je les comprends, mais voilà, quand est-ce que ça avait été fait, qu'est-ce que ça avait généré ou pas, est-ce que vous aviez ressenti des différences voilà. Alors, À l'heure où aujourd'hui, c'est vrai qu'on utilise tout ça et parfois ça nous pose quelques questions. mais c'est un très bon point. Et encore une fois, je pense que la chance derrière, on va pas se mentir, la chance derrière, c'est qu'on a 52 ans d'existence, donc une notoriété qui est déjà faite. Le choix de quitter Meta, ça remonte à il y a un bon moment, hein. Et tu parlais tout à l'heure, vous utilisiez d'autres plateformes. Oui. Est-ce que vous utilisez quelle plateforme du coup? Alors, il y a LinkedIn qui a été testé, il y a Reddit qui a été testé, Snapchat aussi. Et il y a des tests qui sont faits. Alors, les résultats sont un peu différents, mais aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a un refus. Il y a eu des... alors, c'est marrant parce qu'il y a Il y a combien? Il y a quelques mois de ça, il y a eu le sujet sur la table en disant est-ce qu'on reviendrait pas sur Instagram pour payer? Bon, après, Mark Zuckerberg a pris la parole et on a dit non, on va pas revenir. C'était vraiment pour rester en accord avec les valeurs parce qu'on était, pour Meta, on n'est pas d'accord avec la manière dont les commentaires sont gérés. Avec les commentaires d'incitation à la haine qui remontent en premier pour faire le plus de vues possible et donc une logique qui est pas bonne. Et ce qui est très marrant, c'est qu'à Amsterdam, les bureaux de Meta sont au-dessus des bureaux de Patagonia. Donc il y a eu plusieurs tentatives de discussion, mais ça n'a pas abouti. Et Twitter, on a quitté la plateforme à partir du moment où ça a été racheté par Elon Musk. Voilà. On reste présente de manière Organique. organique. Il y avait une autre question juste ici. Merci déjà. Vous dites que vous faites de votre mieux et que vous voulez pas forcément être un modèle, mais malgré vous l'êtes quand même. J'ai 10 000 questions à poser, donc j'en choisis une. Vous avez dit tout à l'heure que à chaque début de saison, en fonction des besoins, vous choisissiez les volumes que vous alliez mettre sur le marché. Est-ce que ça veut dire que vous êtes plus ou moins dans une dynamique de croissance volumique et comment vous le gérez? Très bon point, très bonne question. Aujourd'hui, il y a plusieurs choses pour justement être sur le marché. Il y a l'entreprise en elle-même, il y a la santé économique des pays dans lesquels on est, et il y a la volonté de ne pas croître de manière démesurée et de toujours plus mettre. Donc, il y a toujours la volonté de calculer, de dire OK, de faire des prévisions qui soient réalistes de croissance. L'idée, c'est de toujours être rentable. Je le répète parce qu'on ne peut pas être un modèle si on n'est pas rentable. Donc, il y a une volonté de croissance, mais peut-être pas aussi forte que ça pourrait, et une volonté de se focaliser sur les fondamentaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a la volonté d'être une marque technique et pas une marque lifestyle, par exemple. Mais c'est une vraie volonté et un vrai cap qui est gardé. Donc, l'accent est mis sur la technicité des produits, qui vont être des produits peut-être un peu plus onéreux, mais un peu plus poussés, qui vont durer un peu plus longtemps, beaucoup plus longtemps. Et il y a toujours cette volonté d'équilibrer entre les ressources qu'on prend et ce qu'on rend. Mais je sais pas si, c'est en gros juste faire le choix de dire on pourrait croître énormément, et ben on va quand même rester un peu cohérent, ne pas ouvrir autant de magasins qu'on pourrait parce qu'on a de la demande, mais se rester focalisé sur notre cœur de cible et dire non. Je peux me permettre juste un rebond. Est-ce que vous avez défini une taille d'entreprise que vous voudriez pas dépasser parce que vous pensez que c'est trop? Et du coup, sur quels critères vous pouvez définir ça? Ça, c'est une super question. J'avoue que là, je ne sais pas s'il y a une taille en tête qu'on ne voudrait pas dépasser. Yvon Chouinard, il le disait lui-même qu'il n'a jamais voulu être millionnaire ni milliardaire, donc rester petit. Il me semble qu'aujourd'hui, la volonté n'est vraiment pas de croître démesurément. Enfin, on est assez conservateur là dans les chiffres sur cette période. Donc, c'est de rester comme ça. Et aujourd'hui, Patagonia, si je ne me trompe pas, c'est à peu près 3000 personnes en Europe. Donc, c'est pas non plus... et cette taille, pour l'instant, elle est bien. Merci. Il y avait d'autres questions?
Je pense à une dernière aussi. On a l'impression, mine de rien, qu'il y a quand même une sacrée fame autour de Patagonia. On voit de plus en plus des urbains avec des salons en pied, des polaires Patagonia. Est-ce que ça, vous le ressentez dans les ventes ou autres? Est-ce que vous avez finalement connu des crises avant? Enfin, qu'est-ce qui se passe autour de ça? Surtout au niveau des villes, en fait. Ouais, il y a un phénomène qui est indépendant de nous, c'est la mode. Voilà, la mode, l'outdoor est devenu à la mode ces dernières années. Donc, il y a une tendance claire qui se met. Et ça, on l'a ressenti. On a eu énormément de demandes dans des grandes villes, auprès de magasins pas techniques. Et c'est justement là où la volonté, ça a été de limiter cette demande-là, de ne pas y répondre. Oui, d'être pas dans le dernier concept store, etc. Et de faire attention à ça. C'est exactement ça. Même si, alors, on est présent dans des magasins plus lifestyle, le but là, c'est vraiment de diffuser des messages enviro sur les matériaux utilisés, sur la manière dont sont conçus les produits, et de vraiment les choisir parce qu'on sait qu'on va pouvoir déployer ces messages-là. Et par exemple, moi j'ai beaucoup de demandes d'influenceurs. Enfin, je reçois beaucoup de demandes d'influenceurs qui me disent « Ah, j'aimerais bien être habillée en Patagonia parce que j'ai 3 millions d'abonnés et que je pars au ski. » Je ne peux pas donner suite à ça parce que c'est pas notre ADN et c'est pas comme ça qu'on visualise la chose. Mais il y a une vraie tendance, tu as tout à fait raison. Et nous, la manière d'y répondre, ça a été on entend. Pour autant, on se recentre et on est une marque technique. Et comment justement vous choisissez les gens avec qui vous travaillez, que ce soit en influence, marketing d'influence ou autre? Est-ce qu'il y en a ou finalement non, c'est que l'ONG, au final c'est les gens qui vont vraiment avoir l'action et qui portent un engagement, qui vont être habillés en Patagonia ou autre? Marketing d'influence, on n'en fait pas. Directement, on n'en fait pas du tout. Vous le faites indirectement sans... On peut le faire indirectement, où on peut se rendre compte qu'il y a un influenceur qui va porter Patagonia, mais il y a ça. En revanche, on a des ambassadeurs. Et là aussi, on a un peu une manière de gérer les ambassadeurs. Ils font partie de la famille. Je parlais en France, on en a quelques-uns, surtout dans le milieu du surf. On a Léa Brassi. Léa, ça fait 20 ans, à peu près 20 ans qu'elle est ambassadrice Patagonia. Et parce qu'elle porte... Nos ambassadeurs, c'est des moutons à 5 pattes. Ils sont hyper investis. On a Nolwenn Berthier, qui est une grimpeuse, qui a sorti un bouquin, c'est Le monde du sport face à l'urgence écologique. Donc, et c'est vraiment des gens avec qui on a une relation très poussée et on essaye de garder cette relation-là. On en a très peu. Donc en France, on en a 2 dans le surf, on a une grimpeuse et on a un guide de haute montagne, John, qui est à Chamonix. Et c'est tout. En fait, Oui, c'est à travers ce team d'athlètes et C'est cette ça. équipe plutôt que des gens lambda ou autres. L'influence, après, elle va se faire par exemple avec la production de films. On a notre propre boîte de production aux États-Unis. Et donc, il y a beaucoup de films qui sortent. La volonté, c'est que tous ces films soient à un moment donné en accès gratuit sur les plateformes. Donc, sur YouTube, il y a énormément de films qui mettent en lumière nos ambassadeurs sur les prouesses techniques qu'ils peuvent faire. On a, par exemple, cet hiver, on a eu un film avec Nick Russell sur Papsura. Et à côté de ça, on a eu un film sur le refuge de la Charpoix, au pied des Drus, qui met en lumière la vie d'une gardienne de refuge. Donc ça, c'est top, mais ça met en avant ça. Et après, par rapport à la campagne Océan, on a des films qui vont mettre en avant des activistes qui vont œuvrer pour la protection de l'environnement, qui vont peut-être à un moment avoir un logo Patagonia, mais ou pas. Mais c'est des films qui sont logotés Patagonia. Voilà. Et ça, par exemple, on ne mettra jamais un logo Patagonia sur un film qui n'a pas été fait par nous. Donc c'est très cadré, mais ça permet de garder une cohérence et une consistance. Et de l'authenticité dont aussi. tu parlais et un vrai engagement. Merci pour cet échange. Merci à vous. Je pense qu'on peut encore l'applaudir. Merci.